C'est bon les gars, là, vous entendez tout le monde? Juste confirmez-moi. Les gars, c'est OBS, comme je vous le dis, des fois ça bug, ça enlève la source audio et sans raison, là, pour le coup. Donc Bon. c'était moi. Désolé les amis. Le problème est réglé. On peut y aller. Braque, je te laisse la main. On est bon? On est bon. Bon, eh ben nickel, nickel, nickel. Bon bah bienvenue à tous en tout cas les amis. Hors-jeu LDC, spécial débrief de cette avant-dernière journée de phase de ligue. Messieurs, comme Bruce l'a dit, pas mal de très très belles choses qui se sont passées sur cette journée. Donc on va regarder ça ensemble avec un casting, un retour surtout, Kanto 30 qui est là avec nous. Tout fier, tout heureux, comment il va? Bah écoute, je suis très content d'être avec vous, ça faisait un petit moment, donc me voilà ravi. C'est vrai, bah c'est bien, on est ravis. Tu vas nous dire un petit peu ce que tu as pensé de tout ça. Il y a Pips aussi qui est là. Comment ça va, Pips? Bah écoute, ça va très bien et toi, Braque? Moi, j'étais pas au parc, mais j'ai vibré comme vous, je pense, parce que le match d'hier soir était fantastique. Ah, c'était un beau match. C'était un beau match, surtout la seconde période. On va largement revenir dessus. Et puis Prux aussi, bien entendu, votre serviteur qui est là. Comment ça va, Prux? Bah, écoute, ça va. Hein. On était au stade hier avec Bracou. On a vibré. Ouais. J'ai célébré les buts du PSG, les gars. Braque peut en témoigner. Ah, je peux le dire, je peux le dire. Voilà, on a passé une soirée pas mal avec une belle deuxième mi-temps. Donc, un scénario cool. Donc, c'était bien. On a enfin vu ce qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir au parc en Ligue des Champions. Donc, Braque, les gars, il était comme un fou. Hein. C'était sa soirée avec l'entrée de Gros Molleton, décisif. Paris qui revient, qui gagne. Braque, c'était... Je te jure, s'il avait voulu écrire le scénario, il n'aurait pas pu écrire mieux. Je pouvais pas, clairement. Et Bruce pourra en attester, mais en effet, hier, comme je le disais en off, j'ai célébré absolument tous les buts. Je les ai tous célébrés, les buts, c'est pas compliqué, voilà, moi j'ai bien mangé. Bon, messieurs, avant de commencer, un petit mot pour notre partenaire Winamax. Et encore une fois, je vous le redis, je vous en avais parlé lundi, mais n'hésitez surtout pas à aller voir sur la page Winamax FC sur YouTube, bien sûr. L'onglet en direct, vous avez des émissions qui sont diffusées tout le temps, tous les jours. Et puis là, surtout en semaine de Ligue des Champions, bah voilà, vous savez qu'il y a du contenu encore en plus avec bien sûr Sodred qui commente les matchs, plus tous les intervenants, chroniqueurs, présentateurs, Thomas, Tidiane, Walid qui sont là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et merci à Winamax de toujours nous proposer de vous envoyer ce petit bonus de bienvenue. Vous déposez 100 € sur le site ou sur l'application. Bah voilà, vous avez votre dépôt qui est doublé en pari gratuit. Ça fait 200 € avec le code hors-jeu 10. Ça fait 10 € supplémentaires, 210 € au total pour parier. Parier est interdit aux mineurs, tout simplement. Si jamais vous avez des problèmes avec ça, vous pouvez vous faire aider. Il y a un numéro de téléphone dans le petit bandeau jaune qui apparaît juste en dessous. Merci beaucoup, Winamax. Messieurs, on va essayer de gagner le plus de temps possible et de commencer avec ce PSG City. Forcément, il est de retour. On va poser la question à Kanto un peu. Alors, je sais, Kanto, que tu étais sur la Ligue 1, tout ça. Je sais que tu as essayé un petit peu de jongler, mais j'imagine que tu as dû voir les matchs. Quel est ton avis global sur ce qui a pu se passer hier, que tu aies pu tout voir ou non? Dis-nous. Ouais, bah écoute, non, c'est vrai que hier, quand j'ai terminé la Ligue 1, j'ai pu voir l'intégralité de la seconde période. J'ai fait la première période derrière T'as vu la meilleure? En replay. Non, mais après, j'ai fait le replay après les matchs, après avoir vu un peu tous les résumés. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la première chose, c'est que ce PSG-là est capable de bien jouer. Et ça, c'est quand même une grosse avancée. On les attendait notamment en Europe. Ils ont donné satisfaction à 200% sur ce match-là. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'ils se retrouvent menés en championnat contre Lens et ils arrivent à gagner cette rencontre. Ils se retrouvent menés là 2-0, ils arrivent à la gagner également. Donc c'est vrai que sur le point mental, psychologique, il se passe vraiment quelque chose dans cette équipe du PSG. On a le sentiment enfin qu'il y a cette sorte d'union sacrée au Paris Saint-Germain, et ça c'est important avec l'avènement de garçons comme Joao Neves notamment, avec Barcola qui enfin arrive à provoquer notamment sur la seconde période. Et ce Paris Saint-Germain là a eu une première période où finalement il y avait de la place, et quand tu te fais punir comme ça 2 fois coup sur coup contre Manchester City, tu peux penser que le match est plié, et finalement non, ce sont des Parisiens qui ont continué à attaquer encore et encore, et finalement ça a payé. Il y a eu beaucoup de positifs franchement de ce match-là, et j'étais très sceptique pour le PSG de ce que je voyais depuis le début de saison, mais ce match-là me fait un petit peu changer d'avis, et maintenant j'ai hâte de voir la suite. Ouais, c'est vrai que personnellement, moi hier, je savais pas trop quoi penser de ce match avant la rencontre. On était beaucoup à se demander c'est quoi le prono pour ce match, et c'est sûr que c'était dur de voir quoi que ce soit pour cette partie. Et finalement, le scénario nous l'a prouvé, hein. Le scénario a été complètement
dingue. Donc voilà, c'était un match un peu hors du temps. Bruce, apparemment, tu as un problème avec le fond de Kanto, apparemment. Non, c'est qu'il y en a. C'est juste qu'il y en a sur le chat, ils comprenaient pas pourquoi on voyait un fond de l'OM alors qu'on est sur un thème Ligue des Champions. C'est tout. Et toi, tu fais pas partie de ceux qui parlent dans le chat. Non, c'est jamais mon genre. Non. Mais je précise, je suis pas chez moi, je suis sur Webedia, c'est pas moi qui ai choisi le fond, je me suis juste installé ici. Ah, c'est pas toi qui l'as choisi. Ah non, c'est pas nous qui a mis le fond, moi j'ai rien à voir avec tout ça, je suis pas chez moi. Bon, on dit ça pour la blague. Bruce, concrètement, hier, est-ce que ce PSG t'a convaincu sur certains plans, sachant qu'après, il faudra qu'on parle aussi de Manchester City, parce que clairement, on n'a pas vu le grand City qu'on avait l'habitude de voir en Ligue des Champions. Oui, du coup, est-ce que j'étais en train de changer d'asset? Je te parle du match vite fait, c'est ça? Oui, non, je te demandais si le PSG t'a convaincu sur certains plans hier. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels t'as un petit peu tourné vis-à-vis du PSG? Moi, le chat peut en témoigner. Je l'ai dit plusieurs fois. Après, ils vont faire les gamins comme d'habitude. J'avais dit que le PSG allait se qualifier, allait passer les barrages et allait monter en puissance. Alors, pour aller au bout de la Ligue des Champions, bien évidemment, j'y crois pas. Mais moi, je pensais qu'ils allaient monter en puissance. Parce que je voyais des choses quand même intéressantes collectivement sur la récup du ballon et même avec le ballon, tu vois. Après, comme d'hab, c'était le problème pour finaliser et être efficace dans les deux surfaces aussi. Pas commettre d'erreurs en Ligue des Champions et donner de but, et être capable de finaliser les actions. Donc, écoute, ce PSG, il y a du mieux collectivement par rapport à la saison passée, par exemple. Moi, je les trouve plus intéressants. Il y a certaines limites, donc faut pas trop s'enflammer non plus. Voilà, mais là, c'est un match qui peut être fondateur pour eux, et c'est sûr que c'est le genre de match qui peut te mettre en totale confiance, parce que d'habitude, c'est plus le PSG qui se mange des scénarios comme ça et des clims sur des matchs importants de Ligue des Champions. Là, tu es mené 2-0, et si tu perds ce match... Honnêtement, ça peut tourner au fiasco et au final, tu as une réaction et tu arrives à renverser la situation, gagner 4-2. En plus, contre City, même si, comme vous l'avez dit, on est loin d'un gros City, on s'en doutait, mais quand même, il faut le faire. Il ne faut pas enlever le mérite au PSG, surtout quand tu es mené 2-0, parce que tu aurais pu couler à ce moment-là. Et puis, il y a des joueurs qui sont en train de grandir, comme l'a dit Kanto. Je veux dire, Neves, on est tous bluffés depuis son début de saison, mais quand tu le vois, le mec, tout ce qu'il est capable de faire sur un match comme ça, c'est un monstre absolu. Pacho, enfin, parce que là on parle des recrues, Pacho c'est une valeur sûre depuis le début de saison aussi. Comme l'a dit aussi Kanto, très bien. Barcola, c'est vrai qu'il était souvent critiqué ces derniers temps, peut-être à juste titre, qu'il était moins bien. Et en Ligue des Champions, il avait du mal à performer. Et voilà, tu vois hier quand même s'il y a Dembélé, son entrée fait beaucoup de bien, mais c'est lui qui lance aussi un peu la révolte et tout. Donc voilà, t'as Doué, il y a eu des choses aussi intéressantes par exemple. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeunes joueurs, c'est des matchs qui vont les faire grandir, qui vont leur faire prendre confiance. Et écoute, t'as envie de te dire que ce PSG-là, le plus important de toute façon, c'était de valider les barrages. Là, c'est quand même très très bien parti. Et après, ça sera pas cadeau de toute façon pour l'équipe qui va les tomber en barrage. Le PSG risque d'être favori. Après, ça dépend. Ils peuvent tomber le Real ou quoi. Moi, ça serait mon rêve de voir le Real contre le PSG en barrage, comme je l'ai déjà dit. Perso, je rêve de ce match-là. Mais voilà, ça sera cadeau pour personne et personne ne voudra tomber... contre ce PSG-là. Donc écoute, si le PSG commence à faire preuve de caractère en Ligue des Champions et qu'ils arrivent à mettre leurs occasions, que Dembélé arrive à maintenir un peu cette efficacité, même si on sait que ça va peut-être pas durer éternellement, mais ces derniers temps, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus juste dans le dernier geste. Allez, Kvara aussi qui va être intégré à tout ça. Voilà, bon, je les vois pas aller au bout bien évidemment, mais peut-être aller faire un petit parcours, un peu plus que ce qu'on pensait, pourquoi pas. Pipion, Bruce parle de caractère. Moi, j'ai aussi envie de parler d'intensité parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus surpris sur cette seconde période. D'ailleurs, c'est même ce que je me demandais. Je me demandais pourquoi le PSG ne mettait pas cette intensité un petit peu plus souvent, cette intensité qui a permis sur la seconde période littéralement de faire vriller Manchester City. Encore une fois, City, on va en parler dans 2-3 secondes, mais... pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça plus souvent, voir ce PSG-là s'engager comme ça dans les rencontres, ce qu'on a vu sur la seconde période, selon toi? Bah écoute, je pense qu'il y a eu un match, vous l'avez dit, déclic référence pour le PSG hier. Et sincèrement, je pense qu'ils étaient pas loin contre le PSV Atlético. C'est vrai que finalement, les occasions, elles ont enfin tourné en leur faveur. Et rappelle-toi, ça finit à 4-2, mais tu as 2 buts hors jeu, tu as une barre transversale, tu as le sauvetage de Gvardiol. Donc finalement, la réussite a enfin été du côté du PSG, même si, comme l'a dit Bruce, on peut aussi souligner certaines limites. L'efficacité offensive du trio, Barcola, enfin du duo Barcola-Dembélé,
Dembélé qui a beaucoup manqué sur les 5 premières journées avant le match à Salzbourg. On était quand même assez sceptiques. C'est vrai que le PSG, on parlait beaucoup de matchs tactiques, de qui allait avoir le ballon. Finalement, le PSG a emmené City sur un terrain presque Première Ligue, avec justement la bagarre du milieu de terrain, à l'image du match de Neves. Et c'est vrai que ça m'a rappelé finalement le match d'Aston Villa avant les fêtes, où tu avais vraiment eu cette équipe de Villa qui avait bouffé City en long en large. Et là, même si City, et ça ce que j'ai apprécié du côté du PSG, c'est que Manchester City a marqué 2 buts coup sur coup au retour de la seconde période, et ça a été vécu par le PSG comme un non-événement, à savoir qu'ils se sont pas effondrés, ils sont repartis de l'avant, et assez vite il y a eu le 2-1, et après tu as senti que ça pouvait tourner dans leur sens, et je trouvais que même si en première période il n'y a pas eu de but, je trouvais que c'était quand même un PSG qui était peut-être un peu trop scolaire appliqué encore, mais c'était quand même une équipe qui dominait son sujet, et on retiendra la seconde période, mais moi j'ai apprécié le match dans son ensemble, et chapeau à Luis Enrique, parce que finalement c'est bien sûr sa victoire. Il a continué avec ce système, ses joueurs. Souviens-toi, quand la compo elle sort, que tout le monde voit les Fabian Ruiz, les Kang In Lee. Bon, Kang In Lee n'a pas été ouf, mais quand tout le monde voit la compo, tout le monde se dit c'est quoi cette histoire, ils vont se faire déchirer. Et finalement, Luis Enrique est allé au bout de ses idées, et avec ce match-là, son bon sens du timing, Dembélé l'a pas démarré parce qu'il était diminué avec la grippe, mais au final, il a persisté avec cette idée sans Ramos qui démarre et tout, et donc chapeau à lui parce que ça a fini par tourner en sa faveur. Après, ça restera quoi qu'il arrive une phase de groupe contrastée parce que le PSG ne terminera pas assez haut par rapport aux attentes, aux ambitions, mais c'est sûr que ce match-là, dans leur aventure européenne, on savait que la Ligue 1, tu vois, tranquille, il n'y a pas de souci, mais ils avaient besoin de ce match-là en LDC pour relancer la machine parce qu'il y avait quand même des petits doutes, et là ils ont rempli le contrat. Ouais, il fallait un match pour rebooster un petit peu. Alors encore une fois, je rebondis sur ce que tu disais, mais c'est vrai que sur cette seconde période, toi tu dis que ça n'a pas été, ça a été vécu comme un non-événement, mais c'est vrai que parfois tu as quand même la sensation que ce PSG-là, s'il ne se passe pas un truc, s'il n'y a pas quelque chose qui les met un petit peu face à eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de réaction. Ou alors tu vas continuer à jouer comme tu sais le faire et avec ce que tu essayes de mettre en place, mais c'est pas ce qui te permet de dominer ou de surdominer dans les matchs. Donc moi, j'ai toujours l'impression que ce PSG-là a besoin de quelque chose pour se dire, bah vas-y les gars, maintenant, faut qu'on se lâche. Comme si l'équipe était un petit peu bridée et que si il n'y avait pas cet événement-là, et il se passerait rien. Et c'est vrai que bizarrement, le match, il est assez dur à analyser parce que je trouve, moi, que la première période hier et même le match dans l'ensemble du PSG, il est quand même plutôt cohérent. Même avec cette compo, même avec voilà, tout ce qu'on a pu voir. Je trouve que même sur la première période, tu es quand même devant City et tu as été aidé par City sur ce match-là. Mais voilà, Après, ce qui me fait plaisir, c'est que tu as vu quand même une réaction qui te fait te dire que dans les tripes et dans les armes que ce PSG a à sa disposition, en vérité, tu peux être au niveau, tu peux te mettre au niveau de ces adversités-là. Mais comme tu dis, Braque, ce qui leur a fait du bien, et tu le sens en première mi-temps, je crois que c'est Pipion aussi qui disait ça, tu sais, c'était un peu trop scolaire, comme il a dit, et je suis d'accord avec ça, tu sentais que ça avait du mal à se lâcher complètement. Qui se lâche pas. Deuxième mi-temps, tu commences catastrophique, t'es mené 1-0, tu t'en prends un deuxième, là, il n'y a plus aucune question à se poser, tu lâches les chevaux, il n'y a même plus à réfléchir, et c'est là où le PSG, ils ont retourné la situation. Ils mettent le but derrière, tu sais que City, vu que c'est bancal ces derniers temps, ça peut vite paniquer et s'effondrer. Et Paris, ils ont très bien appuyé là où ça fait mal et c'est là où ils font la diff. Voilà, c'est qu'ils ne se sont pas posé de questions. Puis bon, il y a aussi l'entrée de Dembélé qui a fait beaucoup de bien, on va pas se mentir. Incroyable son entrée. Voilà, son entrée et Barcola, on en a parlé aussi, même si bon, certains l'appellent Bambi, etc. et que c'est des joueurs très limités et ça parle même de doigts et tout. Mais quand tu vois ce que ces mecs-là parfois sont capables de faire malgré leur jeune âge, et il y en a, ils tombaient sur Barcola ces derniers temps. Limite, c'était finalement qu'un joueur quelconque. Les gars, c'est des jeunes joueurs, ils peuvent avoir des périodes un peu plus compliquées. C'est pas pour ça que c'est un mauvais joueur. Barcola, on sait que c'est un joueur très déstabilisant. Là, il a enfin un match référence, on va dire, en Ligue des Champions pour le PSG, un match qui est déterminant, où il a fait beaucoup de bien. Donc maintenant, on va avoir sa progression sur les prochains matchs. Mais ça, c'est vraiment un match, je trouve, qui peut faire grandir. Mais toute l'équipe, c'est un match clé sur la saison. Et moi, ce PSG-là, je revois légèrement mes attentes, même s'il y a des trucs où je les voyais aller en barrage, machin, et je les sentais monter un peu en puissance, mais je pense que sur les temps de passage, ils sont un peu au-dessus que ce que je pensais personnellement. Et surtout quand je vois l'état et le niveau de certains gros cadors européens, où il y a des équipes quand même, il n'y a pas de certitude ou tant de certitude que ça, mis à part quelques équipes. Le PSG a peut-être un petit rôle sympa à jouer s'il continue comme ça, entre guillemets. Maintenant, on ne va pas s'enflammer encore complètement. On verra sur les prochains matchs.
Mais au final, le PSG, je pense, a un truc un peu meilleur à faire cette saison que ce que je pensais en LDC. Ouais. Alors, on va regarder justement après les notes un petit peu individuelles des joueurs du PSG, parce que ça va être intéressant de voir ce que l'équipe a jugé sur cette rencontre. On sait toujours que voilà, la façon de noter va peut-être un petit peu différer de nos ressentis divers et variés. Parlons de City maintenant, parce que vraiment, c'est une des clés de cette rencontre. C'est peut-être, je ne sais pas si j'ai le droit d'employer ce mot, mais c'est la faiblesse de ce City-là. Un City qu'on ne reconnaît pas, voilà, qu'on ne reconnaît pas vraiment. Comment t'expliques que sur ce match-là, cette équipe n'arrive même pas à jouer justement sur sa grande force, c'est-à-dire à vraiment monopoliser le ballon et faire en sorte que l'équipe adverse déboulonne un petit peu? Je me demande si cette équipe-là a encore la qualité de le faire, tout simplement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au-delà du jeu proposé, qui est à des années-lumière de ce que proposait City il y a encore un an en arrière, la gestion des matchs, où on pouvait se dire que cette machine sur rouleau compresseur Manchester City, avec la capacité à conserver, à priver l'adversaire du ballon, était capable de gérer ces matchs, ce qui est complètement faux aujourd'hui. Ils sont en permanence exposés à des phases de contre. En Ligue des Champions, on l'a beaucoup vu, on l'a vu là face au Paris Saint-Germain, mais il y a eu des matchs qui ont été un petit peu plus criants ces dernières semaines. On se rappelle tous de la remontada de Feyenoord face à Manchester City. Ils sont dans l'incapacité totale de gérer un score parce que c'est une équipe qui avait pour arme principale la gestion, sauf qu'ils ne sont plus capables de gérer tout ça. Et tout ça, tu l'expliques comment? Tu l'expliques avec des joueurs qui, à leur poste, ne sont plus aussi forts qu'auparavant, des créatifs qui n'ont plus cet aspect créatif comme auparavant. Si tu vois un De Bruyne, par exemple, un De Bruyne qui avant était indéboulonnable, aujourd'hui, on a un Kevin De Bruyne qui n'est quand même plus le même joueur que ce qu'on a pu voir avant. Le choix de Pep Guardiola de mettre Kovacic et Silva en pointe assez basse, un peu électron libre, finalement, tu te rends compte qu'au milieu de terrain, ça fait peut-être pas autant le taf que ce qu'on pouvait voir avec Rodri, qui était vraiment cette machine à laver au milieu de terrain, mais t'as plus ça. Dans le secteur défensif, Matheus Nunes, Guardiola sur les côtés, on voit que dès que tu les prends un petit peu de vitesse, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là où avant, tu avais vraiment des forces pour cette équipe de City, avec une charnière centrale qui était très dense, très solide, très fort, très rapide, des latéraux qui, eux, étaient capables d'attaquer, de défendre et de garder cette solidité, avec Walker qui a toujours été considéré comme le GOAT à son poste, un milieu de terrain avec Rodri, créativité au max, récupération, des offensifs devant qui eux aussi sont capables de marquer en n'importe quelle position. Au final, quand en défense t'es pas bien, au milieu de terrain t'es pas aussi fort qu'avant et que devant t'es pas capable de créer, de te montrer aussi dangereux que ce que tu pouvais prouver, montrer auparavant, tu deviens une équipe qui est presque lambda. Et moi, c'est ce que je sens pour cette équipe de City. J'ai toujours ce réflexe naturel de me dire, ah ouais, non, City, c'est bon, ce week-end, eux, ils vont les tuer. Et puis quand je les vois jouer, je me dis, putain, cette difficulté à se créer des occasions franches par rapport à la facilité qu'ils avaient avant, et surtout cette faculté à se mettre en danger, même là où il n'y a pas de danger. Des fois, je veux dire, si tu reprends le match contre Feyenoord, tu mènes 3-0, tu en prends un, d'accord, tu peux en prendre deux, d'accord, mais derrière, tu vas un petit peu bétonner. Non, tu continues d'attaquer comme un imbécile, à te faire punir. Ça a été le cas également face au PSG. Je vais même pas dire qu'ils ont continué à attaquer, parce que sur la deuxième, finalement, quand ils marquent les deux, derrière, il manque plus grand-chose. Mais j'ai l'impression de voir un bis repetita, une équipe qui en fait n'a plus du tout son identité. Ouais, c'est ça, une perte d'identité totale et puis surtout une perte d'aura. Y a de ça aussi un petit peu, Pipion. C'est que cette équipe ne fait pas peur. Je me souviens, Bruce, hier, il me disait quelque chose. Il me disait, n'importe quelle équipe aujourd'hui peut prendre City. En vrai, je veux dire, cette équipe ne fait vraiment plus peur aussi. Ouais, c'est exactement ça. Le mythe commence à tomber sur cette saison. C'est une équipe, tu peux la regarder droit dans les yeux. Et autant ce que j'ai dit tout à l'heure sur, le PSG après un but, ils ont continué leur match, même 2 buts, et ça n'a pas été vécu comme une gravité. Par contre, dès que City a pris un but, t'as senti que là, c'était la panique totale. En plus, t'as Ruben Dias qui est sorti à la mi-temps, tu perds ton leader offensif. C'est vrai que... Voilà, évidemment, on était resté sur ce week-end avec une victoire 6-0 à Ipswich, mais quand toi parlé du match de Feyenoord, il y a eu aussi le match à Brentford où ils menaient 2-0, ils ont concédé le 2-2 sur le fil. Donc on voit une équipe grandement malade. Ça n'enlèvera en rien à ce que Guardiola et ses joueurs ont pu accomplir durant autant d'années. Ça a été une équipe référence. Mais là, c'est vrai que cette saison, tu sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Alors bien sûr, il y a la perte de Rodri qui est fondamentale et on l'a bien compris depuis plusieurs mois. Mais tu as beaucoup de joueurs, en fait, on l'a souvent évoqué sur le plateau,
ce cycle pardon, et ce manque de renouvellement, il y a beaucoup de joueurs qui auraient dû partir depuis un moment et qui ne sont pas là. D'ailleurs, j'ai vu les notes. Bernardo Silva 6, je sais quoi, c'est son frère qui l'a noté parce que c'est vraiment généreux. Franchement, je le vois dépasser depuis longtemps. Gundogan, le retour, il est cramé. Walker, ça fait longtemps qu'il a la tête ailleurs, même s'il n'était pas là. Il y a Ederson, tu vois, tu comprends pourquoi Ortega a pris sa place de temps en temps. C'est vrai que c'est une équipe qui, à la fois collectivement et individuellement, était montée très très haut. Et là, c'est vrai que tu as l'impression que n'importe qui peut les mettre un petit peu assez vite en défaut. Et moi, je comprends finalement que City, ça a choqué pas mal de monde. Ils disent, ah, regardez, ils sortent le chéquier. Bah non, c'est normal, ils n'ont pas dépensé. Ils ont même fait les pinces. Ils ont été peut-être un peu trop confiants envers leur groupe actuel. Ça peut se comprendre parce qu'évidemment, tu as dimanche champion. Mais il y a besoin. Et je le disais, tu vois, ça m'étonnerait même pas que Kuzanov, il démarre son pré-match en PL là contre Chelsea. Parce que franchement, les défenseurs, il y en a beaucoup qui sont paumés, il y a personne, tu vois, qui sonne la révolte. C'est ça qui m'a interpellé, c'est autant le PSG, j'ai senti une vraie vague en mode on y croit, autant à City, que ce soit sur le banc, que ce soit les attitudes des joueurs, il y a personne, tu vois, qui a osé, tu vois, réunir le groupe, un De Bruyne qui dit allez les gars, on calme le truc, on a encore de quoi faire, parce que sincèrement, tu sais que quand il y a eu le 2-2, derrière, ça pouvait aller très très vite, et ce City-là n'a rien maîtrisé, et je vais même plus loin, même sur la première période, c'était assez faible, c'est juste parce que le PSG avait raté quelques occasions qu'on a pu les voir un petit peu sortir de leur camp, mais au global, pour une équipe, c'est vrai qu'il a été, encore une fois, un monstre absolu, ils sont méconnaissables, quoi. Une réaction du PSG doublée d'une sacrée énergie aussi, hein. Ça, faut le dire quand même. L'énergie que le PSG a mis sur le début de la seconde période. D'ailleurs, on l'avait ressenti même un peu Bruce aux alentours de la 60e, 65e. On voyait bien que voilà, ça leur avait un petit peu coûté, mais quelque part, tu as concrétisé. Et c'est ça le plus important. On reste sur City, Bruce. Ouais. Question, je te lance là-dessus, mais c'est sur l'avenir de City dans cette Ligue des Champions, parce qu'on voit bien que désormais, on avait dit un petit peu malheur aux vaincus après ce match-là. City est vaincu, City est 25e avec 8 points. Est-ce que pour toi, il y a une chance que cette équipe ne passe pas cette phase de Ligue? Est-ce que tu crains? Il va falloir qu'ils se méfient, parce que Bruges, c'est pas free win, quoi. C'est pas une équipe où tu leur mets 4-5 buts à coup sûr. Donc attention pour City, surtout que City c'est friable, et ils se sont pris des clims, comme vous l'avez dit, en menant 3-0. Donc voilà, t'as envie de te dire, ils vont quand même s'en sortir, mais t'as pas la certitude. Mais ce City-là, bon, nous on était au stade hier, et sincèrement, mais les mecs du début à la fin, ils sont perdus. Alors il y a des mecs qui sont à des postes ou des rôles un peu différents, ils savent même pas, il y en a, et c'est fou pour une équipe de Guardiola. Et pour moi, ça c'est criant entre le PSG et City, c'est qu'à Paris, même si des fois tout n'est pas parfait, les mecs ils savent normalement ce qu'ils ont à faire à peu près, ça se sent. La City, tu voyais les joueurs s'agacer tout le temps, se faire des signes, ils étaient tous énervés les uns contre les autres parce qu'ils se trouvent pas, ça crée de la frustration, ils sont tous du père sur le terrain, c'est un truc de fou de dire ça sur une équipe de Guardiola, mais ils savent même pas quoi faire et ça se ressent dans leur jeu avec ballon. Normalement tu peux pas leur prendre la balle, c'est quasi impossible. Là tu vois le nombre de déchets, de ballons facilement perdus ou des ballons qui sont perdus à cause ou grâce au pressing du PSG, mais normalement sous pression, ces équipes-là, ils savent ressortir le ballon, tu peux courir après, jamais tu récupères la balle. Les mecs, ils sont perdus complets. Et c'est ça qui est criant. Donc, il n'y a aucune confiance, il n'y a rien. Ils n'ont même pas confiance les uns aux autres. Ils hésitent, le ballon, ils brûlent les pieds, alors que c'est des joueurs normalement ultra techniques. Et voilà, on le sait. Bon, même s'il y a des joueurs en fin de cycle, comme vous avez dit, pas de souci. Mais ça ne peut pas justifier quand même à ce point-là, vu l'équipe, vu les joueurs, qu'ils ne mettent plus un pied devant l'autre quasiment. Donc voilà, il y a une crise totale. Oui, il y a besoin d'un renouvellement et c'est ce qu'ils ont commencé à amorcer peut-être sur ce mercato d'hiver avec les renforts. Là. On verra ce que ça va donner, mais bon, c'est sûr que ça ne va pas tout combler. Moi, par contre, sur City, je me suis trompé. Je ne pensais pas que la crise elle allait être aussi forte et durer aussi longtemps vu les joueurs. Pour moi, c'était impensable, je suis honnête. Bon, je pense que personne ne l'avait vu venir à ce point-là, mais c'est vrai que c'est une folie cette équipe. Ils sont perdus, les mecs. On est d'accord. Heureusement qu'il y avait Jack Grealish, bien sûr. Il a fait du bien, lui, sur les 2 buts et tout. C'est sûr que lui, son entrée, elle a fait du bien. Absolument. Messieurs, on va terminer avec les notes du Paris Saint-Germain et surtout me donner chacun, si vous le voulez bien, en une petite minute, vos tops, vos 3 tops sur ce match-là. Évidemment que c'est une victoire collective, évidemment que c'est un ensemble de beaucoup de choses qui a fait que
ce Paris Saint-Germain a été bon au global. Mais on va essayer de retirer 3 joueurs. Si jamais vous avez envie de mettre Luis Enrique dans vos tops, vous pouvez aussi, il n'y a pas de problème. Dembélé aussi, même Dembélé en Oui, non, mais il fait partie du groupe, bien entendu. Pips, on commence avec toi. Et 3 tops. Difficile de pas citer João Neves comme le fameux MVP, tellement il a été excellent partout. À la récupération, je trouvais qu'il était d'une générosité incroyable. Et ce qui me plaît avec lui, pour l'avoir vu un petit peu à Benfica, c'est un joueur qui a énormément progressé dans les 30 derniers mètres. On avait vu en Ligue 1 qu'il avait fait pas mal de passes D, mais le voir aussi dans la surface. Et puis ce but, en fait, tu vois, c'est le bon sens du timing, le fait de voir une tête plongeante qui est bien exécutée. C'est vraiment ce symbole d'un PSG qui a pas lâché l'affaire et qui a cru en lui. Et bravo, parce que ce gamin, on savait qu'il était pétri de talent. Bien sûr qu'il avait fait 6 bons premiers mois à Paris, mais en LDC, il avait peut-être encore besoin d'un match de ce type-là. Et là, tu vois, tout le monde sait maintenant qui est João Neves. Bon, voilà, dans le monde du foot, on le savait un petit peu, mais je pense que pour peut-être le grand public a découvert qu'il y avait un nouveau petit phénomène, parce que c'est vraiment un joueur qui sait tout faire. Et moi, je suis assez bluffé par sa performance, parce que il a été, comme je te dis, partout au four au moulin, très très bon. Et même avec ses 90 minutes dans les jambes, tu vois, il y avait très peu de déchets techniques, parce que c'était quand même un match intense avec du stress. Et je trouvais qu'il gardait cette forme de justesse et de propreté dans ses transmissions. Sinon, pour laisser la parole aux autres assez vite, comme je t'ai dit, Luis Enrique, parce que forcément, il y avait un match dans le match avec Guardiola. Il a très très bien géré ses 90 minutes, la rentrée de Dembélé au bon moment, une compo qui avait du sens. Même si il y a eu ces 2 buts, ça n'a pas paniqué. Il a été serein. Les changements, pareil, Ramos, tout ça. C'est vraiment un match qui va lui servir aussi pour la suite, pour asseoir un peu plus son autorité. Et puis, je laisserai peut-être la parole à Bruce ou Kanto sur Dembélé, mais c'est vrai que Barcola, c'est quand même un match qui va lui servir, même s'il y a eu encore un petit peu de déchets. Tu vois, ce démarrage pour le but du 2-1, il est très très bon, c'est ça spécial. Le fait de le voir aussi marqué, être à l'affût. Et il a besoin de ça, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, il a eu beaucoup de stats. Il a eu un petit creux, mais en LDC, ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait un match de ce niveau-là. Et ça va lui servir pour la suite. Et comme l'a dit Bruce, jeune joueur, soyons patients. Et Barcola, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans sa vie, sur le terrain pour lui, mais ça reste pareil un gamin sur qui on peut compter pour l'avenir. Parfait. Quant aux 30 et 3 joueurs. Écoute, non, il les a déjà mentionnés principalement. Je pense que les 3 à mettre en avant, c'est Dembélé, Barcola et João Neves, donc je vais pas redire la même chose. Juste une petite mention légèrement rassurante pour Gigio Donnarumma, pour ma part. C'est vrai. Que je trouvais très inquiétant, et il y avait une action pour moi qui était très inquiétante ce week-end face à Lens, c'est le but de Enzola quand il est refusé pour une position de hors-jeu, parce que finalement c'est une action où Donnarumma, qu'on a toujours encensé sur sa ligne, et là tu as un angle fermé à protéger et il n'était pas en capacité de le faire et il prend le but. Alors sans conséquence, le but est refusé, mais pour moi c'était quand même assez symptomatique d'un gardien à qui on reprochait les sorties aériennes, à qui on ressortait parfois dans les grands matchs, il n'était pas en capacité de briller, mais qu'il avait toujours ses matchs référents sur sa ligne et qu'il était très bon, donc ça venait compenser. Chose qu'on ne retrouvait absolument pas cette année, ni bon dans les sorties, ni bon sur sa ligne. Mais là, hier, j'ai vu un Donnarumma un peu plus conquérant. On l'a vu sortir sur corner, on l'a vu sur sa ligne faire des parades précieuses. Même le deuxième but qu'il prend, il se fait allumer par Haaland à bout portant, il est quasiment sur le ballon. Donc pour moi, il y a quand même du mieux pour Donnarumma. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeu, on parle beaucoup de Luis Enrique, on parle beaucoup des joueurs, de cette capacité du PSG à se créer des occasions. Mais si tu vas aller loin en Ligue des Champions, tu es obligé d'avoir un grand gardien. Donc pour moi, il faut mentionner Donnarumma. Et hier, j'ai enfin vu un Donnarumma qui était sur la bonne piste pour être rassurant. Maintenant, j'attends confirmation. Heureusement que tu en parles, parce que moi, j'avoue, j'allais presque l'oublier, mais c'est vrai que son match hier, il est quand même plus que correct. Bruce, ton top 3 à toi. Vas-y, moi je vais mettre un mec par ligne. Je vais commencer par Pacho. Moi, Pacho, que j'adore au PSG. Pacho, on parle souvent pour les charnières de doublette, bien évidemment, de complémentarité. Je trouve qu'il fait aussi beaucoup de bien à Marquinhos. J'adore ce joueur, honnêtement. Je le vois quasiment jamais se faire dribbler, jamais commettre de grosses erreurs. Je le trouve très rassurant. Bon, il n'y a qu'un joueur qui l'a éteint cette saison, bien sûr, c'est le monstre Ablin, mais ça... Ablin, de toute façon, il peut éteindre n'importe quel défenseur, top défenseur au monde. Mais sinon, mis à part ça, Pacho, j'adore ce joueur. Donc voilà, et je sens que, comme j'ai dit,
j'ai l'impression qu'il profite aussi à Marquinhos, que je vois un Marquinhos aussi plutôt bien ces derniers temps. J'ai l'impression que l'entente entre les deux, elle est très bonne et la complémentarité aussi. Milieu de terrain, bien évidemment, bon bah Neves, hein, là vous en avez parlé, ce mec-là, il est très jeune, mais t'as l'impression que c'est un vieux briscard, c'est un dalleux sur le terrain, il lâche rien, l'état d'esprit incroyable, il est trop complet, le nombre de ballons qu'il vient gratter. Il est petit, mais on le voit, il sent bien les coups. Il est souvent trouvé de la tête aussi. Il est souvent dans la bonne zone et là, ça a payé. Enfin, ce mec-là, moi, je respecte. Il diffuse quelque chose. Il rend les autres meilleurs par son état d'esprit, sa combativité, puis même techniquement tout. Le mec, il a tout en magasin. Je suis complètement fan. Il m'a déjà convaincu. Donc, c'est vrai que le PSG, on a souvent été déçus de leur mercato. Là, pour le coup, avec des Pacho, Neves, bah écoute, j'ai l'impression qu'ils peuvent être tranquilles pendant un moment avec ces deux-là, par exemple. Donc, tant mieux pour le PSG. Et puis devant, vas-y, il y a l'entrée de Dembélé qui fait très mal, bien sûr. Mais vas-y, je vais peut-être souligner quand même Barcola parce qu'on voulait un match référence pour lui dans un gros match. Et c'est lui qui a peut-être sonné un peu la révolte quand le PSG était mené 2-0. Donc vas-y, Barcola sur les 2 buts et en espérant que ça le lance définitivement en Ligue des Champions avec le PSG. Et puis, bah, on a l'impression aussi, depuis qu'il y a eu l'annonce de la signature, que Kvara, ça l'a un peu piqué. Et bizarrement, il y a un petit peu de mieux. Donc on sait que des fois, la concurrence, ça peut apporter quelque chose. Et pour le coup, ça lui a peut-être fait plus de bien qu'autre chose. Donc, bah écoute, tant mieux. Parfait, parfait. Bon, bah écoutez, je vais pas rajouter grand-chose, hein, vu qu'on a cité vraiment les joueurs qui ont été le plus en évidence hier. Juste, j'ai quand même bien aimé le match de Doué. C'est pas le meilleur joueur sur la pelouse hier, mais je trouve que sa première mi-temps, je t'en avais beaucoup parlé. Il y a des choses intéressantes, ouais. Il y a eu des choses intéressantes, ouais. C'est un match contre Espali, quoi. Et la barre sur le but de Barcola, si ça rentre, tu vois, on aurait encore dit oh machin, tu vois, et ça apporte le but. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Non, moi j'ai trouvé qu'il a énormément apporté et il a peut-être même contribué à un petit peu désorienter cette défense de City. Donc je voulais juste dire un petit mot sur. Et l'entrée d'Ouaré n'est pas dégueu aussi, quelqu'un le dit. Aussi, ça a apporté du. Il était bien. Ouais, ça a apporté du peps. On sait qu'il a retrouvé des jambes ces derniers temps et ça se sentait balle au pied et tout quand il remontait le ballon. C'est vrai qu'il a apporté quelque chose. Ouais. On est bien d'accord, messieurs. Parfait. On va avancer sur les matchs des clubs français, parce qu'il y en avait d'autres aussi. Alors, c'est marrant parce que sur ce calendrier, il y avait 3 matchs contre des équipes anglaises et il y avait donc ce Shakhtar Brest. Messieurs, juste pour savoir un petit peu, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que on a bouffé les Anglais. Sur quoi je peux. C'est vrai qu'on a gagné 2 matchs sur 3. Non, on en a gagné 2 sur 3. Ouais, mais c'est beau parce que normalement, bon, ça va pas nous réussir tout le temps. On aurait signé. C'est pas mal, League. Ouais. Bruce, Liverpool-Lille, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah écoute, Liverpool qui fait le 7 sur 7, hein, voilà, bon, il y avait eu un petit turnover, il y avait peut-être 4-5 changements par rapport au 11 type pour Liverpool, donc voilà, on sait que même comme ça, ils peuvent s'en sortir. Bah écoute, on a vu encore un Salah étincelant, notamment ses prises de balles, les contrôles, comme d'habitude, tu lui en donnes une, c'est filoche. Donc voilà, ça fait très mal, et après, bah t'as Lille qui lâche. Il individualise sur certains coups quand même. Ouais, il y en a une ou deux où il peut faire la passe, je suis d'accord. Après, c'est ça là, il a aussi mis quelques caviars ces derniers temps. Bon, c'est comme ça. Après, t'as un Lille qui lâche jamais, qui est invaincu depuis 21 matchs, quelque chose comme ça. Donc voilà, on se doutait qu'ils allaient pas être résignés. Ils arrivent à revenir alors qu'ils prennent un rouge en plus. Donc là, on se dit Lille va encore faire le coup et va encore peut-être s'en sortir, même si pendant 30 minutes à Liverpool, ça risque d'être compliqué. Puis bon, bah malheureusement, tu as cette frappe où tu n'as pas trop de réussite parce que le ballon est contré et bon, Chevalier, il peut rien faire pour le coup. Donc voilà, 2-1. Mais après, j'en parlais, je crois, hier en live, comme je disais, je pense que Liverpool, même si Lille avait été à 11, quoi qu'il arrive, je pense que Liverpool aurait accéléré, aurait eu ce petit truc en plus pour aller chercher la victoire, quel que soit le scénario. J'ai l'impression que Liverpool, c'est très souvent comme ça. Donc voilà, écoute, ça met fin à cette série d'invincibilité. Mais Lille, ça reste une campagne d'LDC assez incroyable, quoi qu'il arrive, et ils se sont bien battus, même à 10, tu vois, ils ont pas été ridicules, donc voilà, écoute, c'est comme ça, fallait bien qu'ils perdent un jour. En effet, Kanto, Lille se retrouve réduit à 10, mais on n'a pas eu cette sensation que Lille a foncièrement sombré ou est un petit peu passé à côté de son match face à Liverpool. Ils ont essayé de jouer justement sur leur qualité, sur leurs armes, cette solidité qu'on leur voit. Malheureusement, le record tombe là face à Liverpool. Mais encore une fois, on a vu un Chevalier qui a 2 doigts quand même de permettre à son équipe, pourquoi pas, d'arracher un nul face à la meilleure équipe du monde. Non, bah, Chevalier, c'est indécent. De toute façon, la saison qu'il est en train de réaliser, c'est indécent. Sur ce genre de match-là, il est capable de se mettre
se mettre en avant, et je pense que voilà, du côté de Lille, ça sera sa dernière saison avant de rejoindre un très 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 grand club, parce que pour le coup lui il fait vraiment partie des hommes forts de ce club-là. Et tout à l'heure quand je parlais de l'importance des gardiens de but, tu le vois avec une équipe du LOSC qui fait un bon match, qui regarde Liverpool droit dans les yeux, et ça c'est quand même fort, parce que il faut pas oublier qu'il y a quand même ce complexe en général des équipes françaises et même des équipes en Europe quand tu vas te déplacer sur la pelouse des plus grands, et notamment de ce Liverpool qui est en forme, ce complexe de dire on va jouer derrière, on va bétonner, et puis on va essayer de pas prendre une manita. Et finalement, non, tu as une équipe du LOSC qui hésite pas à leur rentrer dedans avec un duel au milieu de terrain, et notamment voilà ce gros crack qu'on voit à l'image, Benjamin André. Donc je suis absolument fan, mais je pense que tout le monde est absolument fan de Benjamin André. C'est un joueur qui n'est pas de blague. C'est pas le je sais pas comment dire, mais en tout cas l'efficacité sur le terrain elle est quand même omniprésente. Alors c'est vrai que selon moi, il y avait des opportunités pour le LOSC de venir pour le Liverpool, de venir complètement éteindre le LOSC qui mène 1-0. Il y a des occasions assez franches de Mo Salah qui prend la décision de la jouer tout seul. Alors bon, parfois ça paye, et puis tu te retrouves avec un Mo Salah qui met un doublé, un triplé, et parfois ça paye un petit peu moins. Là, il marque son premier but. Il y avait pour moi l'occasion de venir tuer le match, mais finalement ils le font pas. Et puis le LOSC arrive à mettre en difficulté cette équipe de Liverpool, et surtout venir égaliser. Et comme l'a dit Bruce, on se dit est-ce qu'il va pas y avoir encore ce hold-up? On se rappelle face à l'OM en Coupe de France, la première période elle est largement à l'avantage de l'OM, mais derrière le LOSC arrive à revenir et finalement il s'impose. Et face à Nice, la première période elle est dégueulasse, et finalement ils font une seconde période qui est bonne, et ils arrivent à s'imposer. Donc finalement c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes à tout le monde. Donc moi, je suis très très heureux pour eux. Bravo à cette équipe-là. Maintenant, on va voir la suite de la saison pour eux. On va voir s'il y a un tirage avantageux pour eux en barrage, parce que aller plus haut, ce sera quand même compliqué pour toutes les équipes françaises qui n'ont pas leur destin entre les mains. Mais en tout cas, voilà, chapeau au LOSC. Ouais, non, chapeau. Et puis, on peut le rappeler quand même, parce que c'est vrai que sur cette campagne-là, le LOSC, t'affrontes quand même le Real, t'affrontes quand même l'Atlético, je crois que t'affrontes la Juve aussi. Enfin, je veux dire, c'est trois adversaires, c'est ça, la Juve. Je crois que c'est trois adversaires contre lesquels tu ne perds pas. Je pense que quand tu vas affronter un Liverpool. Si on prend toutes les équipes confondues, c'est un des calendriers les plus durs, et pourtant ils sont à seulement 2 défaites en 7 matchs. Exactement, et c'est ça que moi je trouve assez fort, c'est que en fait, je pense que ces matchs-là t'ont donné un boost de confiance qui te fait te dire, bon les gars, évidemment qu'on n'est pas favori, mais on peut très bien aller à Anfield et jouer sans avoir la peur au ventre. Je pense que ça aide énormément, tu vois, le fait de pouvoir affronter des gros en bas de certains et arriver à garder nul contre d'autres. Là, tu te dis, il y a moyen. Et Chevalier, pour revenir sur lui, là, tu as vraiment un gardien qui peut te faire gagner des points, tu vois. C'est pas juste un gardien qui s'intègre dans un collectif, même si le LOSC, je trouve que c'est un très très bon et un très gros collectif. Je trouve que lui, c'est encore une pièce en plus qui te permet d'aller chercher des victoires, pourquoi pas. On se souvient qu'il a fait des arrêts de ouf sur cette campagne. Donc franchement, le LOSC, pour moi, ils ont vraiment tout pour aller très très loin. Et les gars, Haralson, quel joueur aussi. Haralson, c'est... il est fort, il est fort. Franchement, il est sur une série, là, une dynamique, le ballon qu'il a, la justesse qu'il peut avoir par moment, honnêtement, techniquement, c'est très propre, hein, putain. C'est un petit crack. Pipion, toi, j'ai envie de t'emmener sur Monaco, du coup. Monaco, dont on n'avait pas forcément dit que du bien lundi. On avait dit que c'était un petit peu difficile en ce moment pour eux. Et finalement, c'est souvent comme ça. Quand tu t'y attends pas, Monaco réussit quand même à te faire tomber Aston Villa. Victoire 1-0, but de Wilfried Singo. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette rencontre? Et surtout, se dire que pour tous les clubs français, a priori, ça devrait passer, hein. Non, c'est très clairement ça. Alors, c'est vrai que lundi, on a été sévère contre Monaco, mais bon, c'est à juste titre. Tu perds Montpellier, dernier de Ligue 1, tu fais une seconde période abominable, tu perds tous tes moyens, tu as encore des erreurs individuelles directes où tu amènes un but. Ça a été quand même le gros péché mignon de Monaco cette saison, c'est de donner des vrais buts à l'adversaire. Et je pense que, entre Adi Hutter, son groupe, il y a une vraie prise de conscience en mode, c'est vrai que
voilà, il y a eu un mois de trou d'air. Voilà, Monaco a pris un écart, 15 points de retard sur le PSG. T'as eu cette défaite en Trophée des Champions. Ça n'allait pas bien. Et je pense qu'ils se sont dit, on fait quand même une saison, tu vois, qui est pas non plus abominable. Enfin, on a la chance d'être en Ligue des Champions, d'avoir eu des résultats. En Ligue 1, on peut jouer la Ligue des Champions. On a quand même des joueurs qui sont, tu vois, plus que potables. Et je pense que ça a servi pour aborder ce match contre Aston Villa, qui, de son côté, a pas forcément été dans un bon jour, et je pense que Monaco a su saisir l'opportunité, l'ouverture du score très tôt de Singo, et d'ailleurs Singo et Zakaria, quand eux sont dans un très bon score, c'est vrai que Monaco, il y a quand même un truc un petit peu différent. Évidemment, Akiouche et Ben Seguir, c'est les plus gros talents de cette équipe, ça, il n'y a aucun doute, mais les mecs qui portent cette équipe, c'est vraiment eux, quand ils sont concentrés, qui sont appliqués, qui donnent les bonnes consignes, que tu vois, ça panique pas. Bah, sincèrement, ce Monaco-là, il est quand même difficile à bouger, ça a été le cas, parce que Watkins, Rogers, Bailey ont du mal, même John Duran, quand il est rentré, il n'a pas forcément eu beaucoup d'opportunités. C'est vrai que Maeki a été très très bon derrière. Et voilà, Monaco, je pense que ce match va leur faire évidemment hashtag analyse, mais ça leur fait beaucoup du bien parce que là, ils étaient dans une période voilà, un petit peu critique. On se posait beaucoup de questions. Là, je pense qu'ils vont aller sur du mercato, aller chercher peut-être un milieu supplémentaire, pourquoi pas un défenseur. Mais c'est quand même une équipe qui est solide et surtout qui marque énormément sur coup de pied arrêté. On a beaucoup parlé d'Arsenal, mais Monaco, depuis le début de saison, je serais curieux de voir le nombre de buts qui ont été marqués, que ce soit par les Kerr, les Singo et autres, sur corner. C'est quand même. Sur les dernières semaines, tu regardes, t'as Salissou qui marque contre Nantes en championnat, t'as Salissou qui égalise contre Reims, pareil sur un centre, pas un coup de pied arrêté, mais ça reste une phase de centre-tête avec notamment l'égalisation face à Reims en coupe. Là, tu as le corner de Singo, et c'est vrai que cette équipe monégasque, finalement, elle a un petit peu la chance, le bonheur de marquer très tôt dans le match et derrière d'arriver à imposer un jeu à Aston Villa qui est obligé de se découvrir un petit peu. Les Monégasques ont essayé de venir contrer cette équipe d'Aston Villa. Au global, Villa peut quand même s'en vouloir, selon moi, pour avoir regardé le match. T'as eu des occasions, t'as eu des face-à-face, t'as eu un grand Radoslav Majewski aussi, il faut quand même parler de lui, qui en Ligue des Champions est souvent proche de la perfection. Et j'ai vu le petit bonhomme là qu'on m'a mis là, bien vu. Et l'autre, ça se fout de ma gueule alors que c'est Pano qui m'a mis un micro de nul là, mais bon, j'y suis pour rien. Mais non, cette équipe de Monaco, je pensais absolument pas qu'elle était en capacité de tenir le score face à Aston Villa. Ils l'ont fait avec un immense Singo, ils l'ont fait avec beaucoup de cœur, avec un grand Majewski. Donc non, encore une fois, c'est une belle perf. Après, moi, je me posais des questions. Vous savez que je regarde pas énormément de Première Ligue. Il y a un joueur qui avait pour moi d'énormes capacités, mais qui a absolument tout raté. Ses prises de balles, ses décisions, ses passes. C'est Rogers. Et du coup, je me demandais ce qu'il valait réellement en Première Ligue. J'ai l'impression qu'il score quand même pas mal. Mais là, sur ce match-là, j'ai été un peu abasourdi de ses choix et de l'imperfection technique qu'il a eu sur le match, parce qu'il y avait vraiment des occasions, il y avait des opportunités pour Villa, et je vais pas dire que c'est un miracle pour moi que Monaco n'encaisse pas sur ce match-là, mais en tout cas j'ai été très 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 déçu d'Aston Villa, plus que satisfait de la victoire de Monaco, très déçu d'Aston Villa. Ouais, pour te répondre sur Rogers, c'est vrai que c'est un vrai bon joueur. C'est vrai que le match, il est passé à côté. Mais il faut pas oublier qu'il y a un an, tu vois, il était en Championship du côté de Middlesbrough. Donc, tu vois, c'est quand même un mec qui a beaucoup évolué, qui est passé de D2 anglaise à LDC, une équipe qui joue le top 6 en PL. Donc, je pense que, tu vois, il y a encore des creux. Mais c'est vrai que Aston Villa a pas mal croqué. Oui, après, je veux dire, je suis d'accord avec toi, il y a encore des creux, c'est un jeune joueur qui doit prendre 22 ans, je crois. Mais après, en face de lui, t'avais un Camara qui était encore à Metz, t'avais un Mawissa qui était au TFC. Enfin, je veux dire, c'était des joueurs inexpérimentés contre d'autres joueurs inexpérimentés. Donc, il y avait pour moi la possibilité de faire un petit peu mieux. En tout cas, on a vu que Duran et Watkins, encore une fois, à deux devant, c'est quand même très compliqué d'arriver à bien combiner. Michal, qui pour moi est une vraie révélation des dernières semaines pour Monaco. On l'a vu titulaire en Coupe de France face à Reims, on l'a vu rentrer encore ce week-end face à Montpellier. Là, c'est de nouveau un entrant. Et Michal, je me demande si on n'est pas sur une pépite à la hauteur d'Akliouche et Ben Seguir, je sais pas, mais sur un très très bon joueur à venir. À surveiller. Parfait. Alors Pipion, tu vas garder la main parce que je pense que c'est toi qui a le mieux pu te rendre compte de la défaite du Stade Brestois contre le Shakhtar. Raconte-nous. Apparemment, ça n'a pas été fou, ils sont passés à côté. Ouais.
défaite 2-0 et de ce qu'on a lu, on n'a pas reconnu le Stade Brestois sur cette rencontre-là. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ah oui, oui, bah, ils sont passés à côté de leur sujet. Le Shakhtar a été excellent en face, faut le dire. Ils ont livré un super match avec encore une fois Soudakov. C'est à chaque fois que je vois ce joueur, je pense que Kanto ne me contredira pas. L'an dernier contre l'OM, il a été très très bon. Et je me pose encore des questions. Pourquoi est-ce que ce gars est au Shakhtar? Parce que c'est vraiment un excellent milieu, il sait tout faire. Et surtout les petites pépites. Dans les médias, on en parlait beaucoup. Hein. Il y a eu des articles, il y a eu des papiers, les doubles pages de Soudakov sur l'équipe. On a beaucoup parlé de ce joueur dans les émissions parce que l'OM allait les affronter, mais ça parlait d'un joueur qui était ultra convoité, courtisé. Donc c'est pareil, je suis bouche bée de le voir encore au Shakhtar. Ouais, non, je te rejoins là-dessus. Et puis c'est vrai que comme le dit Damso, la filière brésilienne du Shakhtar, ça marche encore. On avait eu voilà, Willian, Douglas Costa, Ferrandinho, Luis Adriano. Maintenant, il y a des joueurs comme Kevin que je connaissais pas du tout et qui m'a vraiment bluffé. Vraiment un profil à surveiller, délié très tonitruant qui a fait vivre un calvaire à Kenny Lala. Et côté Brest, il y a des regrets parce qu'évidemment, la série était très bonne et là, tu vois peut-être le top 8 échapper. Mais bon, il y a un contexte à relativiser. Ils avaient beaucoup d'absents. Il y avait des joueurs qui étaient cramés. Par exemple, Chardonnay sur le but, l'ouverture du score qui fait une erreur assez folle. Et puis même, tu vois, l'état d'esprit qu'on reconnaissait du Stade brestois qui leur a manqué. Donc, on savait que ça pouvait arriver à n'importe quel moment parce que voilà, le Shakhtar a une très belle expérience européenne. C'est une équipe qui a l'habitude de ce type de confrontation. Même si Brest nous a enchanté, ça reste aussi un petit peu de la découverte et il fallait peut-être ce match. Évidemment, il y a eu le Barça où ils avaient pris 3-0, il y avait eu les fameuses classes d'écart. Mais là, pour le coup, avec Brest, tu te rends compte que c'est une équipe qui est encore en phase d'apprentissage et ce match va leur servir, à savoir que même si tu pouvais croire qu'il y avait la place, parce qu'en plus c'était sur terrain neutre du côté de Gelsenkirchen, tu as juste été moins bon que ton adversaire. Pour Eric Roy, il y avait quand même beaucoup de rotation. Enfin, c'est difficile, tu sens que les têtes, c'est un petit peu cramé, mais bon, il y a quand même le Real qui arrive, tout ça, il va falloir remettre un petit coup de collier pour... l'exploit va être encore hyper difficile à aller chercher, mais quoi qu'il arrive, ils ont assuré leur place en barrage. Si, avant le tirage Ligue des Champions, on avait dit ça, évidemment, tout le monde aurait signé. On est assez raccord. Parlons un petit peu des autres rencontres aussi. On va s'arrêter un petit peu. Il y a un match dont il faut absolument qu'on parle, bien sûr, c'est ce Benfica-Barcelone. Un retournement brusque incroyable du Barça. Après, moi, c'est la question que je me pose par rapport à ce Barça-là, parce qu'on l'a vu à de nombreuses reprises cette saison. Ils sont capables vraiment de coups d'éclat comme ça, de matchs où vraiment tu as la sensation que c'est la meilleure équipe du monde et qu'est-ce que tu veux faire contre eux. Et pourtant, à côté, parfois en championnat, on l'a vu, le Real est revenu sur eux, l'Atlético est passé devant. On a vu qu'ils ont perdu du terrain, on a vu que sur certains matchs, ils avaient beaucoup plus de mal à imposer leur jeu, imposer leur style. Et pourtant, il y a ces matchs à chaque fois qui nous rappellent que l'équipe, elle est complètement folle. Comment est-ce qu'on lit finalement la saison Bruce du Barça en parlant de ce match? C'est une équipe qui peut être incroyable, mais aussi un peu frustrante d'une certaine manière, à l'image de leur mauvaise série à un moment où ils avaient laissé beaucoup de points. C'est une équipe qui peut marquer 1 milliard de buts et se créer un volume d'occasion incroyable, mais c'est une équipe qui peut commettre pas mal d'erreurs aussi, et du coup, dans la balance, ça va leur coûter des points et des matchs. Voilà, et ils peuvent se mettre en difficulté, parce que là, sur le match, des deux côtés, mais notamment du côté du Barça, il y a quand même pas mal d'erreurs aussi. Donc c'est pas normal d'encaisser autant de buts. Avec Szczęsny qui était en mission sur ce match, on l'a compris, le pauvre Baldé, c'est déjà miraculeux qu'il termine la saison, parce qu'il le voit pas vraiment arriver, il le découpe complet, là il peut le massacrer. Même sur le penalty où il sort un peu n'importe comment. Le contact c'est très léger, ce que tu veux et tout, il saute pour l'esquiver, mais voilà, il sort un peu n'importe comment aussi, je trouve. Donc voilà, ça peut coûter très très cher, et c'est vrai que c'est pas la première fois que le Barça il se tire une balle dans le pied. Après, ils ont cette capacité de réaction aussi d'une certaine manière, parce qu'ils ont des joueurs extraordinaires cette saison, dont Rafinha bien évidemment, pour ta Pedri aussi, etc., qui est sur une forme étincelante et un des plus beaux joueurs qui existent, que c'est n'importe quoi lui ce qu'il est capable de faire quand il peut enchaîner. Donc voilà, c'est ça le truc avec ce Barça là, c'est qu'ils ont une confiance en eux quand même, ils savent qu'ils peuvent inscrire 4-5 buts à chaque fois, mais le problème c'est que sur certains matchs ça passera pas toujours, parce que des fois tu seras en manque de réussite et tu marqueras pas toujours 4-5 buts. Donc c'est ça la limite, il va falloir qu'ils gomment quand même certaines erreurs s'ils veulent espérer aller très loin en Ligue des Champions et recoller en championnat, parce que ça leur a joué des tours ces derniers temps, ils ont laissé pas mal de points. Après, une fois qu'on a dit ça... c'est une des équipes les plus belles à avoir joué cette saison, peut-être la plus belle, il se passe toujours des choses. T'as un Rafinha, on en parle tout le temps, le mec, tout ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Donc voilà, après, il y a cette fameuse dernière action où on peut parler peut-être d'un penalty pour Benfica aussi, et sur le compte, t'as Rafinha qui marque.
Voilà, écoute, le Barça sécurise son top 8 tranquillement, ils s'en sortent bien. Maintenant, on verra par la suite, comme j'ai dit, ils ont quand même une marge de progression s'ils veulent espérer encore aller plus loin que ça sur les matchs aller-retour contre une grosse équipe. Faire autant d'erreurs comme ça, il y a un moment donné, tu le perds à cash. Donc à eux de gommer ça, il leur reste encore un peu de temps pour s'améliorer à ce niveau-là. En tout cas, bon, on se régale tout le temps à voir cette équipe. Voilà. Tantôt du style, du storytelling avec ce Barça, mais est-ce que ça va permettre d'aller au bout? C'est un peu une question intemporelle que je te pose par rapport à la suite de la saison, mais moi je l'avoue, cette équipe m'émeut, cette équipe voilà, me fait frissonner. Maintenant, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit que peut-être que ça suffit pas, ça, finalement, pour aller au bout d'une compétition, quand on voit en tout cas les résultats réguliers en championnat notamment. Bah, aller au bout, malheureusement, on peut pas avoir la réponse parce que le foot, c'est une question de dynamique. Si demain City retrouve son réel niveau, ils redeviendront une top équipe. Si le FC Barcelone a 2 ou 3 blessures, peut-être que ou alors tu as des joueurs qui sont un peu blessés, un peu fatigués dû à l'enchaînement des matchs, tu peux aussi perdre en qualité de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs équipes où on connaît la qualité, mais qui sera bon encore dans quelques mois, c'est une grande question. Là, c'est vrai que ce match-là, il est quand même complètement dingue et on a envie de croire aujourd'hui que le FC Barcelone fait partie des meilleures équipes du monde avec Liverpool. Quand on voit cette équipe-là ne jamais rien lâcher, tu prends quand même le plus dur, c'est pas de prendre beaucoup de buts, c'est pas de prendre 4 buts, c'est de prendre quand même un triplé de Pavlidis, et ça c'est quand même pas évident. C'est ça peut-être le plus dur pour le FC Barcelone en une demi-heure en plus. Non, mais c'est que tu peux quand même avoir des erreurs de ton gardien, Szczesny qui donne quasiment lui tout seul 2 buts sur le match. T'as des faits de jeu qui sont contre toi, mais pour autant c'est une équipe qui continue d'attaquer, qui ne lâche rien, qui est organisée, qui certes se fait piéger, notamment sur des prises de balles de Carreras qui sur le match a été absolument exceptionnel. Mais non, c'est comme tu l'as dit, c'est une équipe émotion cette année qui nous offre du spectacle à chaque fois. Quand on voit ce genre de match-là, c'est le genre de match qui nous réconforte avec le football qu'on aime, qui nous réconcilie avec ce football-là. Et c'est vrai que même moi, vous le savez, hein, je suis pas le fan absolu du FC Barcelone, mais cette année, bah, tu te régales à chaque fois. Et moi, c'est pour ça que j'avais mis Liverpool-Lille sur le téléphone. Et sur ma tablette, en grand, j'avais mis ce match-là, Benfica-FC Barcelone, parce que je savais que c'était sur ce match-là qu'on allait pouvoir se régaler et qu'on allait pouvoir prendre beaucoup de plaisir. Pas déçu vis-à-vis du scénario du match. J'ai été quand même un peu surpris de ce début du FC Barcelone. Mais c'est vrai que cette faculté à ne rien lâcher, à continuer de créer. On a vu un Lamine Yamal qui essayait encore et encore, sans toujours avoir la bonne réussite. Un Rafinha pareil de son côté. Mais finalement, quand les planètes commencent un petit peu à s'aligner, on se retrouve avec un FC Barcelone qui a un rouleau compresseur. Et voilà, merci messieurs pour les émotions. C'était vraiment trop cool. On est parfaitement d'accord. 12h54 sur l'horloge. On va essayer de conclure en parlant peut-être de choses assez folles sur cette de ce magnifique top 8, oui. De ce magnifique top 8. Toi, tu l'as assez rappelé sur le chat, Bruce. Ah oui, je fais le gamin. T'as mis quoi? T'as mis un bot? Oui, je fais des copier-coller, c'est tout. J'en profite, on pue la merde, mais on est quand même top 8, faut le faire. Prends pas la tête, Bruce, mais une commande, ça ira plus vite. Non, oui, en effet, on pourra regarder le classement, mais en effet, Milan qui gagne et Milan qui est top 8, il faut le dire, à 3 points du Barça, 15e. C'est l'Italie. Pardon, excusez-moi, avec 15 points, pardon. C'est encore l'Italie qui est le plus représentée dans le top 8, mine de rien. Oui. Ces derniers temps, en Europe, ils se comportent pas si mal. Inter, AC Milan, Atalanta Bergame qui sont bien présents. Liverpool donc toujours leader. Le Barça qui n'a perdu qu'un seul match, qui a 18 points dans cette et qui avait perdu le premier match en plus. Et du coup, ils ont enchaîné que des wins. Ouais, c'est fort. C'est ça. Arsenal aussi qui est première qui est troisième de cette phase de ligue. Si tu regardes bien les troisièmes, c'est 3 équipes avec certains styles de jeu bien établis. Pour qui ça tourne bien. Putain, on voit même pas dire pour la suite. On voit même pas City dans le classement là. C'est quand même lunaire. Non mais c'est lunaire. 8 points en 7 matchs quand même, c'est chaud. Hein. C'est pour l'équipe qui est habituée à tellement l'excellence. Voilà, ils ont un point sur les 4 derniers, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Quand tu vois la dynamique de City, tu peux la comparer à la dynamique des clubs de bas de tableau, quoi. Girone. C'est ça. C'est complètement lunaire.
Je pense que si on se rappelle un peu de nos prédictions, de nos projections de début de saison, déjà, il y en avait beaucoup qui avaient mis City vainqueur de la Ligue des Champions. Et puis, on se disait tous qu'en phase de Ligue, ils allaient cartonner la phase de Ligue. On les a tous mis top 8. Hein. Ben oui, tellement l'équipe est bâtie pour justement ce genre de configuration. Et on se rend compte finalement que voilà, c'est parti en cacahuète. Et dire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, les gars, quand même, ça se voit pas comme ça. Hein. Et dire... on sait jamais, on sait jamais. Pipion, juste, parce que hier, il y a quand même eu un résultat assez marquant hein, pour vraiment un petit peu faire le tour. Alors, on a vu que le Real a gagné 5-1, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que c'était Salzbourg en face et l'adversité était peut-être un petit peu moindre. Mais le Bayern a perdu 3-0 contre Feyenoord, contre ces diables de Feyenoord. Et face à un futur Milanais qui est l'attaquant Jiménez qui va bientôt arriver à Milan, normalement, on espère. C'est pas l'OM? Non, c'est à Milan. Apparemment, il fait le forcing pour aller à Milan, ça pousse et tout. Donc. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur ce match, Scipion? C'est bizarre que Milan aille sur Jiménez, ils sont top 6 de LDC, pourquoi ils ne seraient pas satisfaits de leur attaquant en plus? Il y a un souci. Oh là là, Scipion ici. Je ne comprends pas. Écoute, c'est pour ajouter de la qualité à de la qualité. On n'a jamais trop de bons joueurs dans une équipe, Pipion. Jamais rassasié. Bien sûr. Non, mais ils sont dessus depuis très longtemps pour le coup. Chaque année, ils sont dessus et voilà. C'est un attaquant qui est quand même dans le radar de pas mal d'équipes européennes. Il aurait déjà dû signer. Je sais qu'il y avait pas mal d'équipes de PL qui étaient sur lui. C'est quand même un attaquant qui a un certain standing. Moi, je serais curieux de le voir dans un autre championnat, mais c'est quelqu'un qui a un style assez intéressant. Et voilà, à Milan, ça pourrait matcher. Je pense que ça a le profil contre Sao. Et oui, comme le dit le chat, le Bayern, juste à voir les stats, 30 tirs, 6 cadrés. Autant vous dire qu'il y a quelques spectateurs qui ont dû recevoir des missiles hier soir parce que... Là, ça a pas mal décollé. Un match comme le Bayern peut savoir un petit peu, dégoupiller. Ça a rappelé un petit peu le Barça, dans un autre style bien sûr, mais défensivement, même si je trouve que Minjae, Upamecano, ça va mieux que la saison dernière, mais il y a quand même, quelques restes. Par exemple, ils ont pris 2 buts contre Wolfsburg ce week-end. C'est une équipe, qui n'est pas encore totalement sereine défensivement. Et même, Braque, on a souvent eu ce débat en plateau avec Manuel Neuer. C'est vrai que Manuel Neuer... oui, c'est peut-être, pas dire la saison de trop, mais au bout d'un moment, tu te poses certaines questions. Donc, je pense qu'il y aura forcément un autre profil à aller bientôt chercher. Mais c'est vrai que pour le Bayern, que c'était le match pour peut-être basculer un petit peu dans le top 8, ça fait un petit peu tâche. Et même les attaquants, Olysée, Coman, Musiala, Kane, beaucoup de déchets. Donc, un match très bizarre quand tu vois les stats, mais au final, c'est plutôt mérité. Très bien. Bon, messieurs, à moins que vous ayez envie de dire quelque chose sur un autre match, si vous avez vu quelque chose, Kanto, Bruce. Le but de Léo est joli. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Ok, moi j'aurais du mal à surenchérir par rapport à cette intervention, donc je vais en rester là. Pas de problème. On est complet, on se regarde. Oui, Pipion. Non, le Cholismo encore. Oui, c'est vrai. 7e victoire dans le temps additionnel. Le Cholo qui fait à Xabi Alonso ce que Xabi Alonso faisait à tout le monde l'an dernier. Donc, on est à 10 avec en plus. Et Alvarez dans une bête de dynamique sur le premier but, comment il a envoyé au casse-pipe, il résiste à taille et tout, comment il finit et à la fin pareil. Et après ils sont à 10 contre 10 sur la fin aussi. Est-ce que c'est Hincapié à partir de la 70e, Hincapié qui a un petit peu dégoupillé. Et sinon, le chat le dit, c'est vrai que Rodrigo, tu l'as dit, Salzbourg, adversité à relativiser, mais Rodrigo qui est dans une excellente forme, et peut-être l'une des actions de la saison LDC avec la passe de Jude et la frappe enroulée de Rodrigo, c'est magnifique. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on a eu le débat et tout sur les 4, est-ce qu'ils sont compatibles sur ce genre d'équipe comme contre Las Palmas et tout. C'est là où Ancelotti, je pense qu'il peut s'abuser parce que là, tu as beaucoup d'espace et ça peut régaler. Et j'entendais hier à la radio que Vinicius avait pris un jaune. Du coup, il est suspendu en championnat et il va être suspendu aussi pour le match contre Brest. C'est-à-dire que, en gros, là, Rodrigo va avoir une bonne période pour justement bien se montrer, à voir si ça change un petit peu les plans. Rodrigo, ces derniers temps, il est incroyable. De toute façon, quand il joue, il est souvent très bon, Rodrigo. Ouais. Donc, c'est comme d'hab. Il y en a, ils disent qu'il n'est pas indispensable au Real. On a vu ces débats là en début de saison. Ouais, il est irrégulier, ce que tu veux. C'est pas qu'il n'est pas indispensable, c'est qu'il est un peu barré, quoi. Mais quand il joue, je suis désolé, il fait ce dont l'équipe a besoin. Et pourtant, c'est pas lui qui va être toujours dans sa position préférentielle, ce que tu veux. Je suis désolé, ce mec-là, moi, j'adore. Et de toute façon, on se doute qu'il finira sur le banc dans les gros matchs, etc. Parce que ça alignera pas les trois devant. Et je pense que Rodrigo partira à la fin de saison. Et je pense qu'avec le temps, le Real se rendra compte qu'ils ont perdu quand même un petit crack. Puisqu'il pourra faire beaucoup de bien à n'importe quelle grosse équipe. Moi, j'adore ce joueur, perso.
Absolument. Messieurs, on regarde juste les cotes des matchs de ce soir d'Europa League. On aura du Fenerbahçe Lyon, on aura du Manchester United Glasgow Rangers et puis la Lazio qui recevra la Real Sociedad. Des matchs super intéressants. Les cotes vont apparaître à l'écran. Alors, je les ai pas en direct. Je sais pas si... Si, là, elles viennent d'apparaître, Braque, si tu vois. Ok, j'ai juste un petit délai. Ok, Fenerbahçe, c'est 2. Je te laisse les commenter, vas-y. Fenerbahçe 2, Lyon 3,45, 3,75 le nul. Manchester 1,45, 4,70 le nul, 6,25 Rangers. Et puis la Lazio 2,45, 3,10 le nul et 3,05 pour une victoire de la Sociedad. Parfait, merci beaucoup Bruce. Des codes que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site ou l'application Winamax. Merci beaucoup les gars, c'était une émission bien sympa. Merci Kanto. Merci à vous les amis. Un plaisir de t'avoir revu dans Hors-jeu. Ouais. Je sais pas quand sera la prochaine, mais là on m'a parlé qu'il allait avoir des viewing parties, etc. Donc, je pourrais être de retour avec vous. Il y a des petits trucs en préparation, en effet. Merci beaucoup, le Pips. Merci Braque, merci à tous. Un plaisir. Et Brux, tu restes en live ou pas? Je vais rester un petit peu, sinon je leur manque trop au chat. Donc voilà, ils me saoulent pour que je reste. La lune de miel éternelle, parfait. Et bah écoute, on te laisse tranquille. Merci beaucoup, Brux. Merci pour cette émission. Merci les gars. Et on vous dit à lundi pour un prochain. Ciao les amis. Ciao. Ciao.